Bonjour Naomi. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous accorder cette interview. Nous sommes vraiment honorés que vous ayez accepté de vous joindre à nous pour un média tel que Tocsin. C'est un grand honneur. Avant d'aborder votre livre, pourriez-vous vous présenter brièvement, ne serait-ce que pour éviter toute confusion avec l'autre Naomi américaine monosyllabique? Très bien. Je m'appelle Naomi Wolf. J'ai un doctorat en poésie victorienne de l'Université d'Oxford. Je suis auteure d'ouvrages non romanesques. Je suis une écrivaine féministe reconnue depuis mon premier best-seller mondial, Le mythe de la beauté, publié en 1993. Je suis apparue dans tous les grands médias d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Peut-être pas autant en France que dans d'autres pays, mais cela fait des décennies. J'ai tenu 4 chroniques, notamment dans le Guardian et le Sunday Times de Londres. Je vais passer rapidement sur le reste. J'ai été boursière de Rhodes, j'ai été conseillère politique pour la campagne de réélection du président Clinton et pour le vice-président Gore. Et j'aligne toutes ces références les unes après les autres, car tout a changé un jour de juillet 2021, lorsque j'ai publié sur Twitter que les femmes avaient des problèmes menstruels après avoir reçu le vaccin à ARNM contre le Covid. J'ai été immédiatement censurée et ma biographie a été modifiée partout dans le monde du jour au lendemain afin de me discréditer. Mais j'avais malheureusement raison. Et cela a marqué le début d'un parcours de 2 ou 3 ans en tant que dissidente. Incapable de m'exprimer où que ce soit, où j'avais été une figure incontournable pendant 4 décennies. Mais je faisais un travail qui, d'une certaine manière, était bien plus important, qui a abouti au document Pfizer, le livre qui vient d'être publié en France. Et j'aimerais ajouter que vous êtes une auteure très prolifique. Vous avez déjà publié 2 essais sur le Covid et un autre est prévu pour juin de cette année, intitulé Face à la bête, courage, foi et résistance dans une nouvelle ère sombre. Nous serions très heureux de vous accueillir à nouveau pour parler de ce livre. Aujourd'hui, parlons des documents Pfizer. Peut-être pouvez-vous nous dire de quel type d'ouvrage il s'agit? Ce n'est pas un essai traditionnel, c'est plutôt, je dirais, une sorte d'accumulation de sources, d'une certaine manière. Oui, à très haut niveau. Les documents Pfizer ont vu le jour pour une raison très inhabituelle. Aux États-Unis, un avocat nommé Aaron Siri avait intenté un procès contre la Food and Drug Administration, la FDA, et il avait obtenu gain de cause. Il avait demandé à la FDA de divulguer 450 000 documents internes qui lui avaient été remis par Pfizer, le fabricant de l'un des 2 principaux vaccins contre le Covid utilisés aux États-Unis et en Europe occidentale. La FDA a demandé au tribunal de garder ces documents secrets pendant 75 ans. Le tribunal n'a pas accepté et ils ont donc été rendus publics. À ce moment-là, Steve Bannon, un célèbre homme politique de droite aux États-Unis, avec lequel je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, car je suis de gauche, était prêt à me parler de ce qui arrivait aux femmes et aux enfants. Il m'a donc offert une tribune, ce dont je lui suis très reconnaissante. Mais lui et moi avons réalisé que ces documents seraient perdus à jamais, car ils étaient très volumineux et très techniques, à moins qu'un projet ne soit mis en place pour les faire analyser par des experts. Il m'a donc incité à lancer un appel à experts, ce que j'ai fait, et cela a donné lieu à un projet extraordinaire dans lequel 3250 experts hautement qualifiés, allant d'oncologues à des radiologues, en passant par des cliniciens de laboratoire, des biostatisticiens, des enquêteurs spécialisés dans la fraude médicale, des biologistes, des chimistes, des chercheurs scientifiques, des médecins du sport, des personnes issues de tous les domaines de la médecine et de la science, se sont réunis sans rémunération, simplement en tant que bénévoles pour l'humanité et pour la science.
Ils ont lu tous ces documents et rédigé 109 rapports que j'ai ensuite édités en anglais. Pour continuer dans le contexte du livre, je pense qu'il y a une information particulièrement importante. C'est que les vaccins Pfizer, tout comme ceux de Moderna, ont fait l'objet d'un processus d'autorisation d'utilisation d'urgence. Peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi le processus d'autorisation d'utilisation d'urgence, l'EUA, est si important par rapport au processus normal d'autorisation des vaccins avant leur mise sur le marché. Bien sûr, excellente question. Cela signifie qu'en général, les vaccins qui finissent par être commercialisés doivent passer par un processus de tests et d'essais, ainsi qu'une surveillance à long terme. C'est-à-dire qu'il faut observer ce qui se passe chez les humains et les animaux pendant plusieurs années. Un processus qui prend généralement entre 12 et 15 ans. Dans le cas présent, dans le cas des injections Pfizer et Moderna, et je crois aussi AstraZeneca en Grande-Bretagne, et les versions qui ont été utilisées en Europe occidentale, mais je ne peux pas m'exprimer à ce sujet. Simplement de l'EUA aux États-Unis. En gros, l'argument avancé par les grandes entreprises pharmaceutiques, d'abord à l'administration Trump, puis à l'administration Biden, était que l'urgence et la gravité du Covid étaient telles qu'il fallait accorder une EUA, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une autorisation d'utilisation d'urgence, qui revient à dire que rien de tout cela n'était nécessaire. Peu importe le nombre de personnes que cela pourrait tuer, quels que soient les effets secondaires futurs, quelles que soient les réactions indésirables graves que cela pourrait provoquer, cela n'avait pas d'importance. Il était plus important de le mettre rapidement sur le marché. Et donc, en gros, le UA dit que c'est bon. Vous n'avez pas besoin de prouver au fil du temps que c'est sûr et efficace. Nous allons simplement le déclarer sûr et efficace et le mettre sur le marché. C'est pourquoi beaucoup de documents de Pfizer sont appelés études post-commercialisation, parce que nous étions les essais. Ils l'ont mis sur le marché en novembre 2020. Et les documents Pfizer couvrent la période de novembre 2020 à février 2021. Donc ils observaient pour voir ce qui allait se passer. Mais ils ne nous le disaient pas. Ils disaient que c'était sûr et efficace. Ils auraient dû le retirer immédiatement du marché. Car ce qu'ils ont constaté au cours de ces 3 mois sont 12 125 décès. Et ce sont des décès que les médecins des patients ont signalés à Pfizer, car les soupçons étaient si forts que le vaccin était à l'origine du décès. Plus de 140 000 effets indésirables graves chez plus de 42 000 personnes. Et ces effets secondaires n'étaient pas tels que les ont décrits le CDC, comme une légère fièvre, de la fatigue, des douleurs au site de l'injection. Non, il s'agissait de dizaines de milliers d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques, de caillots sanguins, de caillots pulmonaires, de caillots dans les jambes, de thromboses, de thrombocytopénie, de lésions sanguines, d'événements neurologiques graves, de démence, de paralysie de Bell, de syndrome de Guillain-Barré, d'Alzheimer, de tremblements. Combien de personnes connaissez-vous qui ont maintenant des tremblements? D'horribles problèmes articulaires. Personne ne le sait, mais l'effet secondaire numéro 1 dans les documents de Pfizer est la douleur articulaire. Combien de personnes connaissez-vous qui ont subi une arthroplastie de la hanche, une arthroplastie du genou, qui se cassent la cheville sans raison, qui souffrent également de myalgie, de douleurs musculaires, qui se sentent tout simplement mal? Leurs médecins ne peuvent pas dire pourquoi. C'est l'effet secondaire numéro 2. Le troisième effet secondaire est le Covid, car en l'espace d'un mois, Pfizer a appris que les vaccins n'étaient pas efficaces pour arrêter le Covid. Des lésions rénales, des lésions hépatiques, des lésions oculaires, d'horribles problèmes cutanés, des problèmes dévastateurs du système immunitaire. Tout cela vient de Pfizer. Et je parle de dommages à l'échelle industrielle. Maintenant, nous constatons une surmortalité, des niveaux dramatiques de surmortalité dans tout le monde occidental vacciné. Mais je tiens également à dire à votre public, et littéralement, qu'il y a tellement de censure dans les médias et dans l'édition que je suis maintenant physiquement obligée de me rendre par avion en Islande, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne pour dire verbalement aux gens dans un auditorium ce que je vous dis, parce que les médias n'en parlent pas. Le cœur des documents Pfizer est un effort à 360 degrés
très ciblé, je dirais très conscient, visant à détruire la reproduction humaine. Cela va du fait qu'ils savaient que les nanoparticules lipidiques qui encapsulent la RNM bloqueraient les ovaires. Et bien sûr, il y a un graphique. Comme je l'ai dit aux femmes en 2021, toute ma carrière a été détruite à cause de cela. Mais j'avais raison. Il y a un graphique dans les documents Pfizer qui montre que 15 000 femmes saignaient chaque jour. 10 000 femmes perdaient complètement leurs règles, donc devenaient totalement stériles. 7 500 femmes saignaient 2 fois par mois. Des hémorragies horribles. Des filles de 10 ans qui saignaient. Des femmes de 85 ans qui saignaient après avoir été vaccinées. Des dégâts terribles au niveau des menstruations. Ils le savaient. Ils savaient qu'ils causaient des dommages au placenta. Le taux de mortalité maternelle et fétale a augmenté de 40%, parce que les placentas sont compromis par les nanoparticules lipidiques qui traversent toutes les membranes du corps humain, y compris le placenta, de sorte que les bébés ne reçoivent plus l'oxygène ou les nutriments dont ils ont besoin par le placenta. Les placentas ne se développent pas correctement. Les bébés naissent prématurément, souffrent de problèmes liés à la prématurité. Les mères souffrent d'hémorragies horribles et de placentas qui se décomposent. Ils savaient qu'ils tuaient des bébés in utero. Une section des documents Pfizer fait état d'un taux de fausses couches de 80%. Une autre section d'un rapport de 8 pages sur la grossesse et l'allaitement montre 2 bébés morts in utero. Et Pfizer a conclu que cela était dû, je cite, à l'exposition maternelle au vaccin. Ce document a été envoyé à la Maison-Blanche le 21 avril 2021 et 3 jours plus tard, le Dr Rochelle Walensky, alors directrice du CDC, notre Centre pour le contrôle des maladies, a fait une annonce lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche disant aux femmes américaines qu'il n'y avait pas de mauvais moment pour se faire vacciner contre le Covid avant de tomber enceinte, pendant la grossesse ou après la naissance de leur bébé. Ils savaient que cela allait endommager le sperme. Ils ont averti les hommes vaccinés de ne pas avoir de rapports sexuels avec des femmes en âge de procréer. Et s'ils le faisaient, d'utiliser 2 moyens de contraception fiables. Pfizer définit l'exposition au vaccin comme incluant le contact avec la peau et les fluides corporels, ainsi que l'inhalation. Ils savent donc encore aujourd'hui qu'il existe un danger potentiel, soit pour les femmes, soit pour le fœtus, lié au sperme des hommes vaccinés, qu'ils ne divulguent pas. Mais nous avons analysé des données gouvernementales canadiennes séparément et avons constaté que l'infertilité masculine a également augmenté de manière spectaculaire. Les nanoparticules lipidiques dont j'ai parlé traversent toutes les membranes. Je suis désolée d'être aussi explicite, mais l'enveloppe qui entoure les testicules est une membrane. Donc les bébés garçons dans l'utérus des mères vaccinées, même s'ils ne sont pas vaccinés, ces bébés garçons sont exposés aux nanoparticules lipidiques qui détruisent leurs testicules dans l'utérus. Cela endommage les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig, qui sont les usines des hormones masculines qui s'activent à la puberté et provoquent la voix plus grave, l'élargissement des épaules, la pilosité faciale, la capacité à avoir des enfants, bref, toutes les caractéristiques sexuelles secondaires des hommes. Nous ne savons donc même pas si ces bébés garçons vont bien grandir et devenir fertiles. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce qu'ils savaient. Mais honnêtement, les dégâts, et il y en a d'autres, ils savaient qu'ils empoisonnaient le lait maternel des mères allaitantes qui avaient été vaccinées. Il y a un autre graphique. Je ne dis pas à la légère que cela ressemble à la science de Mengele. Je suis juive et j'ai perdu de grands-oncles et tantes dans l'Holocauste. Je ne fais donc pas cette comparaison à la légère, mais c'est bien de la science à la Mengele. Il y a un autre graphique qui montre combien de bébés ils rendent malades avec du lait maternel empoisonné. Et ils n'ont à ce jour pas averti les mères vaccinées qu'ils mettaient du polyéthylène glycol, qui est un produit dérivé du pétrole, dans le lait qu'elles donnent à leurs bébés. Ils ont donc un graphique montrant que tant de bébés allaités souffrent d'œdème, c'est-à-dire d'un gonflement des tissus. Tant d'autres ont de la fièvre, tant d'autres vomissent. Ceux-là sont inconsolables, vous ne pouvez pas les consoler. Et un pauvre bébé a eu des convulsions et est mort après avoir été allaité par une mère vaccinée. Et les naissances ont baissé de 13 à 20% dans les bases de données gouvernementales occidentales.
Et j'ai encore pire en fait. Les nouvelles ne cessent de s'empirer. Après, je vais faire une pause, je vous le promets. Mais les gens doivent entendre tout cela. Une nouvelle étude très importante, menée en République tchèque, sur 1,3 million de personnes, montre une baisse de 30% des naissances chez les femmes vaccinées par rapport aux femmes non vaccinées. Une autre étude vient de paraître, suggérant que les femmes perdent la majorité de leurs ovules si elles sont vaccinées. C'est donc catastrophique. Je suis heureux que vous ayez parlé si longuement des effets sur la santé reproductive, en particulier chez les femmes, car je voulais aborder une étude récente publiée en mars, intitulée « L'impact des vaccins ARN messagers et des vaccins inactivés contre la Covid sur les réserves ovariennes ». Cette étude semble être la preuve ultime que ces vaccins ont bel et bien un impact sur la santé reproductive des femmes. Vous faites une remarque très intéressante dans votre livre, autour de laquelle j'aimerais que vous développiez. Voici ce que l'on peut lire dans votre introduction. Ce qui ressort vraiment des 46 premiers rapports, c'est que, bien que la Covid soit ostensiblement une maladie respiratoire, l'article ne se concentre pas sur les poumons et nos muqueuses, mais plutôt, de manière inquiétante et constante, sur la perturbation de la reproduction humaine. C'est un commentaire très intéressant dans votre livre. Insinuez-vous qu'ils avaient l'intention d'avoir un impact sur la santé reproductive des femmes lorsqu'ils ont lancé le vaccin? Eh bien, je suis une journaliste traditionnelle, à l'ancienne, et je ne vais jamais au-delà des preuves. Jamais, je ne spécule jamais. Une partie de la campagne de désinformation menée contre moi me qualifie désormais de théoricienne du complot, mais c'est inexact. Je fais littéralement le même type de reportage minutieux et factuel que j'ai fait toute ma carrière. Il n'y a donc pas de note dans les documents Pfizer qui soit une déclaration de mission. Notre objectif est d'impacter la reproduction. Cependant, la méthode sous-tend implicitement une mission. Et dans les documents Pfizer, encore une fois, le Covid est censé être une maladie respiratoire. Il n'y a presque rien sur les poumons, les niveaux d'oxygène, les muqueuses, comme je l'ai mentionné, les voies nasales, la réplication virale dans le nez ou dans les poumons, la santé pulmonaire, rien. Comment cela se transmet par l'air? Rien. Rien du tout. Mais encore et encore et encore et encore, comme je l'ai dit avec des détails effrayants, il s'intéresse au sexe et à la reproduction. Pourquoi? Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi faire cela? Et ils dépensent des millions de dollars pour étudier le sexe et la reproduction. Ils disent aux hommes comment ne pas avoir de relations sexuelles avec les femmes ou comment avoir des relations sexuelles avec les femmes. Donc, s'ils ne s'intéressaient pas au sexe et à la reproduction, cela n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Je veux dire, je pourrais comprendre qu'on dise « ne serrez pas votre femme dans vos bras car vous allez respirer proche d'elle », mais ne couchez pas avec une femme en âge de procréer sans utiliser 2 moyens de contraception fiables. Je veux dire, les hommes qui vont dans les bars n'utilisent pas 2 moyens de contraception fiables. Juste un autre exemple. Ils ont accouplé des rats mâles vaccinés avec des rats femelles non vaccinés. Puis ils ont sacrifié les rats, les ont disséqués et ont examiné les cellules de leurs organes sexuels. Donc, si vous êtes journaliste et que vous regardez ça, vous ne pouvez que conclure qu'ils s'intéressent au sexe et à la reproduction. Rien dans les dossiers de Mengele ne stipulait qu'il voulait éliminer le peuple juif, n'est-ce pas? Ce ne sont que des dossiers scientifiques. C'est exactement la même chose. Ce ne sont que des dossiers scientifiques. Cependant, je reviens toujours à ce graphique, qui me donne honnêtement des cauchemars en tant que femme et en tant que mère. Et c'est un graphique sur les dommages.
C'est un graphique des femmes qui ont subi des dommages. Et peut-être que les personnes qui n'ont jamais eu leurs règles ou qui n'ont jamais essayé de concevoir un enfant ou de mener une grossesse à terme et d'accoucher comprennent la gravité de la situation. Mais toutes les mères dans votre public vont comprendre. Toutes les femmes vont comprendre. J'espère. Et tous ceux qui aiment les femmes comprendront qu'il s'agit d'un graphique représentant des dizaines de milliers de femmes ruinées, rendues complètement stériles ou souffrant de saignements si importants que leur vie avec leur famille et leur mari est détruite. Et dans tous les cas, quand on saigne autant, on ne peut pas porter d'enfant. Je veux dire, littéralement, ces femmes rapportent que la muqueuse de leur utérus se détache de leur corps. C'est incroyable. Et des femmes décrivent des crampes semblables à celles des règles, simplement en étant à proximité de femmes vaccinées. Ce n'est pas si fou quand on sait que Pfizer définit l'exposition au vaccin comme incluant la respiration. La propagation est donc bien réelle. Il semblerait que Pfizer le pense aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que l'intention? Une fois que Pfizer sait, et ils savaient dès avril 2021, que rien que dans leur échantillon, ils avaient peut-être 35 000 femmes dont ils savaient qu'elles auraient des problèmes menstruels, qui seraient probablement incapables d'avoir des enfants ou de les avoir en toute sécurité, ou avec une fertilité compromise, ils savaient qu'il y avait un taux de fausse couche de 80%. Et ils ont envoyé ces informations à la Maison-Blanche, et ils ont continué. Cela fait maintenant 4 ans. Ils continuent à le promouvoir. Est-ce intentionnel? En tant que journaliste, je dirais que oui. Si vous avez quelque chose qui rend les hommes impuissants ou stériles, et que vous découvrez en avril 2021 que vous avez détruit leur capacité à avoir des enfants, vous avez détruit la capacité des hommes à avoir des relations sexuelles ou à être pères, et vous continuez pendant 3 ans, c'est intentionnel. Et je crois que d'un point de vue juridique, c'est aussi intentionnel. Cela fait beaucoup de crimes. C'est de la fraude, c'est du trafic. Nos corps sont victimes de trafic sans notre consentement, avec des obligations. C'est du trafic. C'est une atteinte grave à l'intégrité physique. Dans de nombreux États, c'est une forme de coups et blessures. Donc cela représente de nombreux crimes. Et il y a certainement complicité de stérilisation. Ces gouvernements et Pfizer sont coupables d'avoir stérilisé de nombreuses femmes et de nombreux hommes, maintenant que nous avons examiné les données pour les deux sexes. Et cette baisse des naissances, ils savaient que cela allait se produire et enfin, pourquoi ai-je été censurée pour avoir mis en garde contre quelque chose de très basique, le genre de choses contre laquelle j'ai mis en garde toute ma carrière. Tout au long de ma carrière, j'ai été l'une des premières à mettre en garde contre les implants mammaires en silicone. La science n'est pas suffisante pour prouver la sécurité à long terme. Je fais exactement ce que j'ai fait toute ma carrière. Je suis censurée, diffamée dans le monde entier. Ma carrière est terminée, je suis devenue une paria. S'ils n'essayaient pas de nuire à la reproduction de ces populations, pourquoi se soucierait-il que j'avertisse les femmes que leur cycle menstruel serait perturbé? La dernière chose que je veux dire, c'est pourquoi ferait-il cela? Cela semble tellement fou. Et même moi, j'ai voulu croire que c'était juste une entreprise cupide qui avait pris des raccourcis, que ce n'était que des conséquences involontaires. Vous ne pouvez pas conclure cela. Mes recherches indépendantes ont révélé qu'en 2021, la Securities and Exchange Commission, la SEC, qui réglemente les entreprises américaines, a déposé un document officiel indiquant que Pfizer avait transféré la propriété intellectuelle du vaccin BioNTech, qui est le vaccin Pfizer, à la Chine. À la Chine. Il n'est pas question d'un individu chinois, d'une entreprise chinoise. Il est question de la Chine, le pays, c'est-à-dire le Parti communiste chinois. Ensuite, le PCC, par l'intermédiaire de Fosun Pharmaceutical, l'une de ses plus grandes entreprises pharmaceutiques, a créé 1 milliard de doses, pas pour un usage interne. La Chine prend un autre vaccin, mais pour l'exportation. Elle a ouvert 14 usines de distribution dans des districts d'Europe occidentale et 11 aux États-Unis. Cela signifie donc qu'à partir de 2021 et jusqu'à aujourd'hui, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, si vous prenez un vaccin Pfizer, vous prenez un produit formulé, conditionné, distribué,
testés et stockés par des personnes qui ont déclaré vouloir détruire l'Occident. Ils ont déclaré vouloir devenir la puissance hégémonique mondiale. Mon mari, qui a travaillé pendant plusieurs décennies dans les services de renseignement militaires, puis dans les services de renseignement, l'a souligné très tôt. Au début, je ne le croyais pas, mais il m'a montré tellement de preuves que j'ai dû lui donner raison. La Chine veut, et je ne parle pas du peuple chinois, mais du Parti communiste chinois. Ils veulent nos réserves alimentaires, notre réseau énergétique, nos terres agricoles, nos ports, nos réserves d'eau. Ils ne veulent tout simplement pas de notre population et c'est ce que nous constatons. En Europe occidentale, nous assistons à d'énormes migrations de personnes provenant de pays qui n'ont pas de tradition démocratique. Des migrations forcées. C'est la même chose aux États-Unis. Et ils n'ont pas besoin d'être vaccinés, du moins aux États-Unis. En même temps, vous voyez des obligations et des restrictions à la liberté en France et en Italie pendant le Covid si vous n'étiez pas vacciné. Des obligations professionnelles aux États-Unis pour la population native. Je suis la fille et la petite-fille d'immigrants. Je crois en l'immigration légale. Ce n'est pas une remarque raciste. Mais si vous attendez 5 ans, comme le souligne Ed Dowd, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs chez BlackRock, vous aurez cette surmortalité, cet effondrement de la reproduction parmi les personnes qui se souviennent de la France comme d'une république, les personnes qui se souviennent des États-Unis comme d'une république. Et vous verrez cette population remplacée par des personnes originaires de pays comme le Yémen, le Sénégal, l'Arabie saoudite ou l'Afghanistan, qui n'ont aucun souvenir d'une république. Et je pense que c'est le but recherché. Naomi, avant de conclure, pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous pensez du début de la nouvelle administration et en particulier des nouvelles très importantes concernant le programme MAHA ces dernières semaines? Il se passe tellement de choses. Eh bien, j'ai soutenu le président Trump et j'ai recommandé cet été que RFK Jr. et lui unissent leurs forces. Je l'ai recommandé publiquement. Je ne suis conseillère ni de l'un ni de l'autre. J'ai été très enthousiaste et c'est difficile pour moi parce que je suis démocrate depuis toujours, comme je l'ai mentionné. J'ai conseillé 2 campagnes présidentielles démocrates, mais les démocrates américains sont tombés dans une sorte de néofascisme. Et ma première préoccupation a toujours été la Constitution, les droits humains et les libertés. Je m'inquiète pour la France, le Royaume-Uni et d'autres grandes démocraties qui sont également menacées, à mon avis. J'ai donc été très satisfaite des nombreuses mesures prises par le président Trump au cours de ces 100 premiers jours. J'ai des réserves sur d'autres points, mais ici à New York et à Brooklyn, la fermeture des frontières et l'expulsion de nombreux criminels violents ont vraiment rendu la ville plus sûre. Mais il y a aussi beaucoup à dire sur le fait d'appartenir à sa propre culture. Nous sommes une culture diversifiée et multiethnique, ce qui est formidable, mais nous sommes américains et vous savez, il y a beaucoup à dire sur le fait que les gens soient ici légalement et sur le sens de l'ordre et l'intégrité culturelle en tant qu'Américains, que nous avons retrouvés. Nous n'avions pas les moyens de prendre soin de nos propres anciens combattants et de nos aînés, sans parler des 17 millions de nouveaux arrivants qui sont venus ici illégalement. C'est donc une bonne chose. Je trouve que beaucoup de questions sont abordées avec bon sens. Vous pensez peut-être que ce ne sont pas des questions sérieuses, mais interdire aux hommes d'entrer dans les vestiaires des femmes ou des filles, ça me semble vraiment une bonne chose. Ça devenait bizarre. Et je soutiens les droits des LGBT. Mais ce que je veux dire, c'est que la gauche s'est tellement éloignée du bon sens que je pense que Trump est un bon correctif. Honnêtement, je sais que l'Europe nous en veut d'avoir cessé de payer plus que notre juste part pour la défense de l'Europe. Mais je pense que c'était un correctif salutaire. Et honnêtement, je pense que nous ne pouvions pas nous le permettre. Nous sommes en faillite. Je vais en Europe et c'est fabuleux. Tout le monde a des vacances et l'université est gratuite et je me dis, pourquoi vous ne payez pas pour vos propres défenses ? Je sais que ce n'est pas populaire, mais nous pouvons être alliés tout en actualisant notre accord. Depuis la dernière fois qu'il a été actualisé, il y a des décennies, pour s'adapter à nos capacités actuelles. Tout cela est donc positif.
Je pourrais entrer dans les détails de ce que je n'ai pas aimé. Je pense qu'Elon Musk a une présence catastrophique. J'ai écrit à ce sujet. RFK Jr. et Maha sont très importants. C'est une union de circonscriptions qui pourrait redessiner la carte pour 100 ans dans le bon sens. Parce que les nationalistes populistes et les mères de famille des banlieues qui s'inquiètent pour leurs enfants et l'environnement pourraient ensemble constituer une révolution imparable contre les mondialistes tyranniques et aider le reste du monde à lutter contre la tyrannie mondialiste. Donc, une grande partie de ce qu'ont fait RFK Jr., que je respecte énormément, et Jay Bhattacharya, mon ami, que j'aime et que je respecte, ainsi que leurs collègues, ils ont vraiment fait de très bonnes choses, en s'attaquant aux poisons présents dans notre alimentation, en rendant plus transparentes les informations sur ce que nous mangeons, en faisant pression sur les grandes entreprises alimentaires pour qu'elles assainissent leurs pratiques, en mettant en place de véritables essais cliniques en double aveugle, avec placebo, pour les vaccins et les médicaments, ce qui est énorme. Et ensuite, mettre fin, espérons-le, à la pratique qui existe aux États-Unis, et seulement 2 autres pays le font, qui consiste à payer les médias pour diffuser des publicités sur les produits pharmaceutiques. Tout cela est positif, mais il y a actuellement une lutte acharnée au sein de Maha, et je me retrouve au milieu de cette lutte à cause de ces 2 candidats, ou plutôt d'un conseiller et d'un candidat, Kyle Means et Casey Means. Je les critique vivement pour la même raison que j'ai critiqué Elon Musk. Je dirige une entreprise technologique et pour moi, ils sont en quelque sorte les chevaux de Troie de la Silicon Valley pour mettre la main sur nos données. Donc cela m'inquiète. Je peux vous donner plus de détails si vous le souhaitez, mais pour moi, il s'agit de problèmes mineurs dans le cadre d'une réforme incroyablement saine, d'une administration qui était devenue incroyablement corrompue et enracinée. Merci beaucoup. Je pense que c'est parfait et que c'est une très bonne conclusion avec cette note d'espoir concernant la nouvelle administration. Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre temps, Naomi, et je serai très heureux de vous accueillir à nouveau lorsque votre prochain livre sera publié en français. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets et de continuer votre combat. Merci, je tiens simplement à vous remercier de m'avoir fait l'honneur de publier mon ouvrage en France et de m'avoir permis de parler de mon travail à un public français. Je vous en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.